Déplacement très prochain des 7 marchés à bétail de Bamako sur 3 nouveaux sites. L'information a été révélée cet après-midi par le ministre en charge de l'élevage et celui en charge de l'urbanisme qui ont rencontré les fêtières de la filière bétail-viande. À suivre les détails avec Mariam Boubacar Maïga dès l'entame de cette édition. Une journée de prière pour la paix et la réconciliation a été organisée ce vendredi à la Grande Mosquée de Bamako dans le cadre de la Sénar 2024. La cérémonie s'est déroulée en présence de la délégation du ministère de la Réconciliation mais également des guides religieux et des imams de Bamako. Les prêtres et les pasteurs, deux guides qui jouent un rôle prépondérant dans la vie spirituelle de nombreux croyants, bien que ces deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, il existe en réalité des différences significatives entre les deux, à suivre le reportage de Suzanne Traoré. Voilà donc pour les titres. Merci d'être présents très nombreux à ce rendez-vous d'information de ERTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, ce communiqué du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en application des dispositions de la loi 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 23 septembre 2024, lendemain de la fête de l'indépendance de la République du Mali et de la fête de Maouloud, le baptême du prophète Mohamed paix et salut sur lui, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Je vous l'annoncer au sommaire, la décision de faire déplacer les 7 marchés à bétail de Bamako sur 3 nouveaux sites a été à l'ordre du jour de la rencontre cet après-midi au ministère de l'Élevage et de la Pêche. Le ministre en charge de l'élevage et celui en charge de l'urbanisme ont ainsi rencontré les fêtières de la filière bétail-viande pour discuter de cette nouvelle disposition en vue. Mariam Boubacar Maïga était sur place pour RTM2. Les 7 marchés à bétail de Bamako seront déplacés sur 3 nouveaux sites, à savoir Kati, Zantigila et Sanankoroba. Une décision du gouverneur du district de Bamako. L'objectif n'est autre que la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les autorités nous ont chargés de la mise en œuvre de cette décision de fermeture de ces 7 marchés à bétail. Et nous avons effectivement échangé avec les fêtières. En premier lieu, la PECAM, l'Interprofession Bétail-Viande, la FEBEVIM, tous étaient là et le message est passé. Le message tendant à dire que nous allons vraiment aménager ces sites-là dans les règles de l'art, des aménagements à hauteur de souhait pour accueillir tous les animaux qui viennent de l'intérieur du pays et avant leur départ à l'extérieur et avant leur consommation ici. Les acteurs de la filière bétail-viande se disent prêts à respecter la dite mesure. Cependant, ils n'ont pas manqué d'émettre quelques doléances. Après une rencontre avec tous les acteurs ce matin au bureau de l'interprofession, il est ressorti que les acteurs adhèrent à la décision. Parce que tout ce qui concourt à la sécurité des populations, nous pensons que ce n'est pas une décision qui vise un individu. Notre préoccupation aujourd'hui est que les gens doivent quitter des endroits où ils ont fait plus de 20 ans, plus de 40 ans, 50 ans pour certains marchés. D'où il faut qu'il y ait des préparations en amont. Et vous avez suivi certainement, nous avons demandé un moratoire par rapport au déplacement. Et aussi les nouveaux sites où les gens doivent partir, il faut aussi penser à la sécurité de ceux qui vont être sur place là-bas et aussi les conditions d'hygiène, d'alimentation en eau, d'habitat. Il faut noter que les mairies des localités concernées, le directeur régional de la police nationale du district de Bamako et le directeur régional des productions et industries animales du district de Bamako sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la mesure. Autre titre de cette édition de ce soir, dans le cadre de la Sénar 2024, Semaine nationale de la réconciliation, une journée de prière pour la paix et la réconciliation a été organisée ce vendredi à la Grande Mosquée de Bamako. La cérémonie s'est déroulée en présence de la délégation du ministère de la Réconciliation, mais également des guides religieux et des imams de Bamako. Il faut le préciser que cette 3e édition se tient sous le thème Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Amadou Diallo.
Le Mali célèbre la Semaine nationale de la réconciliation dans un contexte particulier marqué par des inondations qui touchent nos populations. C'est pourquoi nos plus hautes autorités ont pris l'initiative d'orienter les actions de la présente Semaine nationale de la réconciliation envers les victimes de ces inondations. L'objectif de cette cérémonie de prière et de bénédiction à la Grande Mosquée de Bamako consiste à apporter un soutien moral aux populations touchées par cette catastrophe. Cette troisième édition de la CNAR qui a été dédiée pour les victimes des inondations. Mais pour expliquer cette troisième édition, le thème d'abord c'est la solidarité, unité autour des victimes des inondations dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel. C'est pourquoi nous saluons très chaleureusement le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, qui est le président de la Confédération de cette AES. C'est pour que nous tous, qu'on puisse se donner la main, de se pardonner et de faire des bénédictions pour des problèmes. Le représentant du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale a appelé les Maliens à une chaîne de solidarité autour des victimes des inondations. Que ce soit les Maliens de l'intérieur comme à l'extérieur, de la diaspora également, nous devons donner la main vraiment pour implorer le bon Dieu pour que le retour de la stabilité, de la paix et du développement puisse revenir dans notre pays. Nous prions pour le repos éternel, ceux qui ont perdu leur vie, vraiment la terre les soit légère. Maintenant, ceux qui ont des blessés, que prompt rétablissement aux blessés. Vous savez que les blessés sont confiés à des gens. Nous demandons au bon Dieu que Dieu leur donne le réconfort pour qu'ils puissent supporter ces malades-là. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Nous demandons aussi au bon Dieu de leur donner quelque chose qui est plus honorable, qui est plus fort, qui est plus riche et qui est plus soutenable que ce qu'ils ont perdu. En marge de la cérémonie de prière et de bénédiction, les organisateurs ont immolé des bœufs en guise de sacrifice. Dans la religion chrétienne, il existe plusieurs types de leaders spirituels. Parmi eux, les prêtres et les pasteurs qui jouent un rôle prépondérant dans la vie spirituelle de nombreux croyants. Bien que ces deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, il existe en réalité des différences significatives entre un prêtre et un pasteur. Suzanne Traoré nous permet de comprendre cette nuance entre les deux, suivant son reportage. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le terme pasteur désigne généralement un leader spirituel au sein de la pratique protestante qui reçoit l'imposition des mains des anciens pasteurs, autrement dit l'autorité d'exercer la fonction de pasteur. Alors que dans l'Église catholique, le prêtre est celui qui a été ordonné par l'évêque et qui a reçu la mission de rendre présent le Christ Jésus parmi les hommes, de célébrer la messe et de donner les sacrements. Le pasteur, en tant que berger, imitateur de Jésus-Christ, doit d'abord nourrir le troupeau, c'est-à-dire veiller sur le troupeau en l'enseignant la parole de Dieu, en l'édifiant par cette parole et en entraînant son troupeau dans la prière. Tout comme nous le voyons avec les premiers chrétiens. Selon Actes, chapitre 2, 41 à 47. Le pasteur ou le berger est chargé de protéger les troupeaux et aussi rendre visite à tous les chrétiens. L'Église, c'est d'abord Jésus le Christ. Après Jésus, sur terre, ici, celui qui est le représentant, à qui Jésus a confié le rôle de diriger tout son peuple, ça c'est le pape. Il y a les évêques. Après l'évêque, il y a aussi les prêtres. Ton premier rôle, c'est de sanctifier le peuple de Dieu, c'est-à-dire par la prière, par l'intercession. Le deuxième rôle, c'est l'enseignement, la catéchèse, les homélies que nous faisons. Le troisième rôle, ça c'est la gouvernance. La principale différence entre un pasteur et un prêtre réside dans leur appartenance à une tradition religieuse. Les parcours de formation et d'ordination diffèrent également. C'est la maison de formation des prêtres diocésains qui restent dans leur diocèse. Donc après le bac,
ils vont d'abord dans une maison de formation qu'on appelle le séminaire propédeutique. Après 1 an là-bas, on part au grand séminaire Saint-Augustin. À Samaya, on fait 3 années de philo pour avoir la licence en philo. 2 ans de théologie. Après ces 2 années, on va en stage, ce qu'on appelle les stages canoniques. On fait 1 an dans une équipe de prêtres. Après, on revient pour continuer le reste des études. Alors, à la fin des études théologiques, on a le bac à passer. On appelle le bac canonique. Donc, en tout, je crois qu'on a 9 ans après le bac. Ça dépend du niveau. Chez nous, entre le niveau DEF et le niveau bac, nous avons un institut public en français où les gens font 4 ans de formation. Et ensuite, il y a un niveau supérieur pour ceux qui ont le bac. Ils vont en faculté. Je suis passé par l'INSUP. Et quand j'ai eu la vocation, j'ai été à Yamoussoukro, j'ai fait un institut public, m'a donné un diplôme. Ensuite, je suis allé à Abidjan pour la maîtrise. Et ensuite, le master 2. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis doctorant en théologie. Le prêtre chez les catholiques porte généralement un nom particulier selon les congrégations religieuses. Le mot abbé est attribué aux prêtres diocésains, des prêtres dépendants d'un évêque qui appartiennent à un diocèse. Et on les appelle souvent des prêtres séculiers. Mais le mot père s'adresse souvent à des prêtres appartenant à des congrégations religieuses. La formation est souvent différente. Par exemple, comme les jésuites, au lieu de prendre 8 ans, ça peut prendre 12 à 13 ans. Alors, donc c'est en 1517. C'est Martin Luther, il est allemand. Il était un prêtre dans un couvent. Lui, il était hanté par son péché. Il se posait la question, comment est-ce qu'il peut avoir le pardon de ses péchés? Et c'est en lisant profondément qu'il est tombé sur l'Épître aux Romains, qui parle, n'est-ce pas, de la justification par la foi en Jésus-Christ. C'est vrai qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au sein de cette église. Donc, lorsqu'il a commencé à écrire ce qu'on appelle les 92 thèses, finalement, le pape l'a excommunié, l'Église catholique. Et c'est suite à ce retrait qu'est née l'Église protestante. En somme, les prêtres et les pasteurs jouent des rôles essentiels dans la vie spirituelle de leur communauté respective. Leurs fonctions, leur formation et leur approche de la foi diffèrent. Ces différences enrichissent le paysage des pratiques et croyances chrétiennes. Voilà, à l'instant, le grand format de ce 19h30 signé Suzanne Traoré. Le programme Travail pas affaire d'enfants, conçu pour éradiquer le travail des enfants au Mali, a officiellement pris fin après 5 années d'action menées par Enda Mali en collaboration avec l'UNICEF, Save Children et le Syndicat national de l'éducation et de la culture. Ce programme a permis de sortir des milliers d'enfants de cette situation de travail, en particulier dans les régions de Sikasso et Ségou, tout en améliorant leur accès à une éducation de qualité et durable. Anta Maïga. C'est une page qui se tourne dans la lutte contre le travail des enfants au Mali. Après 5 années de mise en œuvre, le programme Travail pas affaire d'enfants touche à sa fin. Ce programme ambitieux, porté par 4 organisations partenaires, Enda Mali, le Syndicat national de l'éducation et de la formation, l'UNICEF et Save Children, a pour objectif de libérer des milliers d'enfants du travail et de leur garantir un avenir meilleur. Ce programme nous a été d'une très grande utilité. Et donc, depuis l'arrivée de ce programme, nous constatons que plusieurs enfants, et comme vous le voyez, lorsque ça a été présenté dans le diapo, des milliers d'enfants ont été réinscrits à l'école, ont été accompagnés. Et donc, ceci est vraiment à saluer parce que c'est quand même des personnes qui ne méritent pas ce qu'ils traversent. Et avec ce programme-là, nous voyons qu'un grand accompagnement les a été réservé. Et les enfants ont été pris sur le premier plan et des actions urgentes ont été menées pour vraiment mettre fin à ce phénomène-là et pour permettre à ces enfants de profiter de leurs droits. Ce combat est soutenu par plusieurs partenaires financiers et techniques en collaboration avec le gouvernement malien. Tous saluent les avancées obtenues, même si de nombreux défis restent à relever. Le programme a travaillé dans 2 zones essentiellement, notamment la région de Sikasso et de Ségou. Mais il n'y a pas que ces 2 régions où le travail des enfants sévit. Même dans le district de Bamako, vous vous rendez compte que les enfants travaillent sous diverses formes, même dans le commerce.
il y a beaucoup d'autres secteurs alors, qui sont concernés, en tout cas par le travail des enfants, sur lesquels alors, on peut jouer, en tout cas à travers d'autres organisations de la société civile, également en recherchant d'autres partenariats, mais également surtout sur l'État qui a inscrit ça dans sa politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Donc, à travers un plan d'action qu'on appelle le PANETEM. Vers ce ministère, on a bon espoir que les acquis vont vraiment perdurer à travers l'État et les autres organisations de la société civile, et même pourquoi pas d'autres partenaires financiers. Pour l'heure, les acteurs présents s'accordent à dire que les efforts doivent se poursuivre. L'éradication du travail des enfants est une mission collective qui ne fait que commencer. Du sport dans cette édition, tout d'abord avec ces deux nouvelles en basket. Les finales de la Coupe du Mali seront à l'honneur ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga à 15h, Stade Malien de Bamako, AS Police en Messieurs, et à 17h, Stade Malien de Bamako, Djoliba C en Dames. Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako a validé cet après-midi son ticket pour la phase de groupe en surclassant les Libériens de Pennsville FC 3-1. À l'aller, le Stade Malien s'était incliné 1-0. Les Blancs vont disputer cette compétition pour la deuxième année consécutive. En Ligue des Champions, le Djoliba AC jouera sa qualification ce dimanche à Lomé au Togo face à l'Asco de Kara. À l'aller, les Rouges avaient gagné 1-0 au Djolibis d'être costaud mentalement et physiquement pour s'ouvrir les portes de la phase de groupe. Initialement prévue cet après-midi, la finale de la Super Coupe au colonel Assimi Goïta se jouera finalement le lundi 23 septembre 2024. Elle oppose l'équipe du CNT à celle de Skoulikoro. Ce léger report nous est expliqué par le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la commission d'organisation de la Super Coupe colonel Assimi Goïta. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Hier dans la soirée, on a réfléchi à l'issue d'une réunion. On a vu que les stades jouent cet après-midi, vendredi même, à Bamako, pour la Coupe CAF. On s'est dit que vu que la Super Coupe colonel Assimi Goïta, son esprit c'est quoi? C'est faire la fête, c'est réunir les Maliens, c'est unir les Maliens, créer la cohésion. Alors on s'est dit que pour que le public sportif puisse être concentré sur un seul événement, il fallait décaler cette finale. Comme nous, c'est un football de masse et on veut regrouper le plus grand nombre. Les stades, c'est un match international. Alors, on a dit qu'il faut aller soutenir les stades maliens. Ensuite, on va faire notre match ici, entre nous Maliens ici. Ce n'est pas une première. On a fait la même chose pour le Djoliba. Vous vous rappelez, le 25 août dernier, on avait décalé un de nos matchs pour le match de Djoliba. Heureusement ou malheureusement, l'adversaire de Djoliba n'est pas venu. Donc ce match n'a pas eu lieu. Mais nous, on avait quand même pris la décision de décaler. Donc c'est une habitude à la Super Coupe. Quand un événement international arrive, quand les Aigles jouent, les Djoliba, ainsi de suite, tant que ça se passe à Bamako, on décale nos programmations. Et cette fois-ci, ça a été trop juste, c'est vrai, mais c'est ça l'objectif principal. Et une fois qu'on a décalé, il fallait choisir samedi, dimanche ou autre jour. On voit que samedi, dimanche, c'est la mouvance du Mauloud, la mouvance du 22 septembre. Alors on a mis lundi. Ça trouve que tous ces événements sociopolitiques sont passés. Alors tout le monde a la fête pour la Super Coupe. Les programmes restent les mêmes, les heures restent les mêmes. Nous allons commencer à 14h30 le lundi au stade Mamadou Konaté. Et le programme, c'est un match gala entre une équipe composée du gouvernement et du CNT. Tous les ministres vont jouer contre le CNT et les éléments de la présidence. Il y a aussi des parachutistes qui vont venir avec les drapeaux et les ballons du match. Nous avons aussi plusieurs artistes qui vont prester. Et nous aurons aussi une finale inédite entre l'équipe du CNT et l'équipe de la région de Koulikoro. Et ça sera présidé par le Premier ministre. Et nous invitons tout le public à sortir massivement pour venir faire la fête avec nous, montrer l'unité du Mali et montrer que nous sommes unis pour un même destin, pour un même objectif. Nous présentons quand même nos esquisses au public sportif, à tous les amoureux, en tout cas à tous les sympathisants.
Voilà, donc juste avant de nous quitter, ce communiqué que je rappelle, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 23 septembre 2024, lendemain de la fête de l'indépendance de la République du Mali et de la fête du Maouloud, baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, ceci met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Le journal en Bambana qui suit juste après est une présentation ce soir de Mariam Diallo. Devoir de mémoire et de reconnaissance en ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali. Un petit rappel historique à bien noter dans vos calepins, une souscription nationale et un renoncement de 1 mois de salaire des fonctionnaires en 1961. Voilà ce qui est à l'origine du bâtiment de Radio Mali, inauguré le 22 septembre 1962, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.